moi j'ai envie de parler de politique. Et j'ai envie de m'exprimer comme un militant, quoi, un militant qui a milité auprès des Gilets jaunes, qui milite aujourd'hui auprès du CNNR, et c'est pas l'avis d'un expert juridique, moi je suis avocat par ailleurs, qui s'exprime tout particulièrement. Si vous voulez, à mon sens, la crise sanitaire, ça a été avant toute chose une épreuve de vérité, qui a été le grand révélateur de deux choses. Et je pense que ça a sauté aux yeux. La première chose, c'est que notre modèle social était en ruine. Voilà, on a découvert que nous, qui nous prévalions d'un hôpital public rêvé, que le monde entier nous enviait, ne valait plus rien. Et on a réalisé, d'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on a réalisé que dans les précédentes décennies, il y a, genre, je ne suis pas sûr de mes chiffres, mais bon, c'est 100 000 lits qui ont été supprimés, et on poursuit encore aujourd'hui cette suppression. On a réalisé qu'on avait une industrie qui, elle aussi, avait été liquidée. On a réalisé qu'on était incapable de produire des masques. Vous vous rendez compte? On est incapable de produire des masques. On était, si vous voulez, sur le plan matériel et humain, absolument incapable de faire face à la situation. Ça, c'est déjà premier constat, je pense, qui nous a tous pris d'effroi. Le deuxième constat, et là je trouve qu'il y en a peut-être qui se sont réveillés un peu tardivement, on a réalisé qu'on ne vivait pas dans une démocratie. On a réalisé que le président de la République concentre tous les pouvoirs sur sa personne et que si les besoins lui imposaient de le faire, il pouvait prendre vos libertés fondamentales, vos libertés individuelles et les mettre sous le tapis comme il l'a fait. Voilà, comme il l'a fait à l'occasion du confinement. Jamais on n'avait vu une remise en cause aussi radicale, c'est ce qui a été dit par les précédents intervenants, de nos libertés fondamentales. Benjamin Constant, en 1819, il avait dit « Si vous ne faites pas attention », c'est dans son fameux discours de la liberté des anciens et des modernes, si vous ne faites pas attention à l'exercice de vos libertés politiques, je parle de liberté politique, et bien derrière, ce seront vos libertés individuelles qui seront menacées. C'est exactement ce qui s'est passé. À défaut de faire de la politique, véritablement, si vous voulez, de se réunir physiquement dans l'espace public pour essayer de construire ensemble un monde commun, on sait que la journée elle est placée sur le signe des communs, et bien à force de chacun de vaquer à ses occupations, à la satisfaction de ses intérêts personnels, si vous voulez, s'embourber dans les eaux glacées de l'égoïsme, comme disait l'autre, voilà, naturellement, au bout d'un moment, il y a tout qui disparaît. Il n'y a plus de liberté politique et il n'y a plus non plus de liberté individuelle. C'est le produit de 40 années de néolibéralisme. Alors le néolibéralisme, si vous voulez, c'est un double régime de compétition, c'est pas si compliqué. Je dis double régime, c'est un régime de compétition, d'abord dans l'ordre politique, c'est les élections. Et dans l'ordre économique, c'est pareil, vous voyez bien. C'est un régime de compétition. C'est les lois du marché qui s'abattent et qui fait, comme le dit si bien notre cher président, que dans la vie, on croise des gens qui ont réussi, et il y a des gens qui ne sont rien. Alors ça, vous voulez, c'est un ordre social, ça, qui assigne chacun à sa place. Il y a ceux qui ont réussi, et il y a ceux qui ne sont rien. Ça a beau être un ordre social naturel, il faut lui donner des coups de pouce, quand même, à ce néolibéralisme. Et les coups de pouce, ça s'appelle les réformes. Et on est habitué, ça fait 40 ans que dès qu'on entend le mot réforme, on sait que ça va être la catastrophe. Je sais pas, les enseignants vous disent réforme d'éducation, là on tremble. Réforme de la justice, on sait que ça va être tout de suite, ça va être chaud pour nos fesses. Donc les réformes, c'est ça. C'est la destruction des structures collectives. Et donc si on détruit les structures collectives, les structures du commun, évidemment, on met en place un ordre séparé. On a les réformes, il faut accompagner les réformes. Accompagner les réformes, on le fait de deux façons, c'est la pédagogie. On va expliquer aux gens. Parce que si, finalement, vous contestez l'autorité du pouvoir, il y a deux solutions. Soit vous êtes un ignare, irrationnel, on voit bien, on coupe le monde en deux entre les pro-vaccins et les antipasses sanitaires, anti-vaccins. On dit il y a les gens raisonnables qui, eux, sont capables de faire preuve de raisonnement et de comprendre les exigences qui sont les nôtres, exigences médicales, épidémiologiques, etc. Et d'ailleurs, bon, pour preuve qu'Emmanuel Macron est le meilleur, on dit de lui qu'il pourrait, vous voyez, vers les prétentions jupitériennes de ceux qui nous gouvernent, il pourrait même, sans problème, les mains dans les poches, passer l'agrégation d'épidémiologie. On explique aux soignants, avant la crise, qu'il n'y a pas d'argent magique. Ah bah oui, il n'y a pas d'argent magique. C'est ça la pédagogie. On vous dit que pour sauver les écoles, il faut fermer les classes. Que pour sauver les hôpitaux, il faut fermer des lits.
Voilà, c'est ça la pédagogie. Et si vous voulez toujours pas comprendre, bon, ben, la pédagogie, ça se fait à coup de matraque. Hein, c'est exactement ce qu'on a vu. La pédagogie, c'est aussi la matraque. C'est aussi le gaz lacrymogène, pour celles et ceux qui oseraient encore, si vous voulez, avoir leur mot à dire. Alors oui, on va parler de guerre, du coup. Bah oui, on va dire c'est la guerre, on va faire la guerre contre le terrorisme, on fait la guerre contre le virus. Alors on va déclarer des guerres à tout bout de champ, parce que ça présente cet avantage pour toutes les personnes qui restent malgré tout dans cette optique d'un pouvoir autoritaire auquel va falloir se soumettre, hein, ce besoin d'ordre qui anime malheureusement, ce besoin de chef, ce besoin de père peut-être, qui anime toute une partie de la population, bon, on va leur en donner, quoi. Et alors, du coup, il n'y a pas d'argent magique, on va continuer de détruire les structures collectives, en revanche, évidemment, il y aura toujours assez d'argent pour la police. Et là, on va faire des démonstrations de force, des descentes dans les quartiers, et on va martyriser, y compris les manifestations politiques. C'est pas qu'une question de protection de liberté individuelle, c'est une question profondément politique qui nous engage tous collectivement. C'est pour ça, si vous voulez, que moi j'ai milité avec les Gilets jaunes et que je pense que, en réalité, la démocratie, évidemment, il faut sortir de cette vision pastorale des meilleurs qui nous gouvernent et évidemment envers lesquels il faudrait être reconnaissant et ne pas être jaloux et ne pas être envieux. Évidemment, la démocratie, c'est le gouvernement, si vous voulez, du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors tous prétendent gouverner pour le peuple. Alors là, ils ont du peuple plein la bouche. Mais alors pour ce qui est de gouverner par le peuple, alors là, il n'y a plus personne. Bah, par le peuple, oui, ça veut dire qu'il faut qu'on se saisisse collectivement de tout ça. Et ça a deux implications. Une implication de généralité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Il n'y a pas d'expertise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'expertise au commun. C'est aussi bête que ça. Évidemment, il y a des juristes, des scientifiques, des savants, des gens extrêmement compétents. Je ne dis pas que tout se vaut, je ne relativise jamais rien. Mais la question commune ne peut être traitée qu'en commun. La deuxième implication, donc principe de généralité, c'est tout le monde, mais c'est aussi c'est tout le temps. C'est pas uniquement, si vous voulez, tous les 5 ans où il faut élire celui qui maîtrise le mieux les sujets.